messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Brazzaville accueille en ce moment la 16e conférence des présidents de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ils plancheront, entre autres, sur le rôle essentiel des parlements dans le développement et la paix en Afrique. Les présidents des deux chambres ivoiriennes y prennent part. Et en marge de l'événement, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a été reçue par le président Denis Sassou Nguesso. Elle était porteur d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara, à son homologue congolais qui est en deuil. Le président ivoirien lui a présenté ses condoléances après la perte de sa fille. La recherche de l'excellence motive cette mission du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que sa délégation aux États-Unis. Adama Diawara et son équipe s'inspirent des modèles de gouvernance universitaire pour impulser une nouvelle dynamique au sein de l'enseignement supérieur ivoirien. Les relations franco-algériennes à nouveau dans la tourmente. Paris annonce l'expulsion de 12 agents diplomatiques algériens et rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation. Paris réplique ainsi après une mesure équivalente annoncée 2 jours plus tôt par Alger à l'encontre de 12 employés de l'ambassade de France. Bienvenue sur RTI 1. On commence tout de suite par la Côte d'Ivoire où c'est reparti pour le FEMIA 2025. Le vice-président Temoko Melet Kone a donné le top départ ce mardi. Le thème civisme et sécurité routière dans les villes. Et ce sont les villes d'Abidjan et de Daloa qui abriteront ces festivités. Voilà, nous allons aussi partir du côté de Brazzaville qui accueille en ce moment aussi un grand événement. Il s'agit de la 16e conférence des présidents de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Adama Bictogo et Kandia Camara y prennent part. C'est une rencontre d'échange, de partage, entre autres, sur le rôle essentiel des parlements dans le développement et la paix en Afrique. Vous aurez le compte-rendu complet de Sidonie Davila dans nos prochains journaux. Et toujours au Congo, la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui participe à cette rencontre, était justement porteur d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara, à son homologue Denis Sassou Nguesso. Ce dernier, en deuil, avec la perte de sa fille, a reçu sur place à Oyo, son village natal, la compassion et le soutien moral venant de Yamoussoukro, de quoi renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre notre capitale et Brazzaville. Didier Nguessan est l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, reçoit en audience Kandia Camara, la présidente du Sénat, émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de la Côte d'Ivoire en République du Congo, Touré Kone Maman. Elle a adressé au nom du chef de l'État et du peuple ivoirien ses condoléances au président congolais en deuil suite au rappel à Dieu de sa fille, Edna Fabienne Nguesso, le 24 mars dernier. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous a chargé de venir exprimer sa compassion, toutes ses condoléances les plus attristées, à son frère, le président Sassou Nguesso, qui vient de perdre sa fille Fabienne. Donc, dans cette circonstance douloureuse, il nous a chargé de venir lui apporter son réconfort et le réconfort de tout le peuple ivoirien. Et donc, nous avons profité de l'occasion pour rappeler les relations excellentes qui existent entre nos deux chefs d'État. À Oyo, le village natal du chef de l'État du Congo, situé à 402 km de Brazzaville, dans le département de la Cuvette, Kandia Camara a également partagé le chagrin et réconforté d'autres membres de la grande famille Nguesso. L'envoyé du président de la République, Alassane Ouattara, a déposé une gemme de fleurs sur la tombe de la défunte, non sans formuler des prières pour le repos de son âme. Voilà, et la Côte d'Ivoire solidaire du Congo a également pris part au Forum international sur la diplomatie d'Antalya, tenu récemment en République de Turquie. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakouadom, a conduit justement la délégation ivoirienne à ce rendez-vous de haut niveau qui a rassemblé de nombreuses personnalités politiques. Seulement Denis Songo. Boston, Massachusetts.
Berceau de l'enseignement supérieur américain et aujourd'hui, terre d'inspiration pour l'avenir de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans ce temple du savoir, deux institutions d'exception tracent les contours de l'avenir, Olin College of Engineering, laboratoire vivant d'une pédagogie disruptive, et l'université Harvard, temple de l'excellence académique et scientifique. Niché à Needham, à quelques kilomètres de Boston, Olin College réinvente la formation des ingénieurs. Ici, pas de cours magistraux classiques, les salles sont des laboratoires vivants, les professeurs des mentors et les étudiants de véritables créateurs. Au cœur du modèle Olin, l'apprentissage par projet. Dès la première année, les étudiants créent des prototypes, codent des robots, conçoivent des systèmes durables, ils développent une pensée critique, un esprit d'équipe et une réelle autonomie. Une philosophie qui pourrait bien irriguer les campus ivoiriens. Nous avons été véritablement impressionnés par des méthodologies d'enseignement, de pédagogie innovantes. La méthode Olin College, qui est une méthode axée sur l'enseignement par projet. Et puis avec un fort impact sur l'humanité, l'enseignement d'autres disciplines, on va dire, de sciences molles, qui permet justement de renforcer les compétences de savoir-être de l'étudiant, qui sont des nouvelles compétences qui sont attendues dans le milieu socio-professionnel. Donc c'est des méthodologies d'enseignement sur lesquelles nous pouvons nous inspirer au sein de l'Institut. L'objectif de cette immersion est clair, créer un pont solide entre les universités ivoiriennes et ses centres d'excellence. À Olin, nous avons deux missions. La première est de développer une formation en ingénierie innovante et la seconde est de partager nos bonnes pratiques, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec le reste du monde. Nous sommes donc très heureux d'accueillir aujourd'hui une délégation de Côte d'Ivoire afin qu'elle puisse découvrir Olin College of Engineering, apprendre de notre expérience, mais aussi partager les défis et les initiatives intéressantes qui se développent dans leur pays et discuter ensemble des opportunités de collaboration pour l'avenir. Le voyage se poursuit à Harvard, une institution séculaire fondée en 1636. Dans ses laboratoires de pointe, les découvertes d'aujourd'hui façonnent les technologies de demain. L'idée pour le ministre Diawara est d'établir une connexion entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, favorisant la mobilité des talents et le partage de connaissances. Nous sommes venus pour plusieurs raisons. La première, c'est pour nous inspirer du modèle de Olin College. Inspiré d'abord de la gouvernance. Par exemple, je citerai le fait qu'ici, le président de l'université est choisi sur appel à candidature par le conseil d'administration de l'université. Également, au niveau des enseignants, les enseignants sont recrutés non pas en contrat à durée indéterminée, mais plutôt à durée déterminée. Et pour terminer, nous avons parlé de la possibilité de coopération entre nos institutions d'enseignement supérieur et Olin College. Et là, il y a un protocole d'accord général que nous allons signer entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire et le conseil d'administration de Olin College. Et après, il y a des conventions que nos institutions vont signer avec Olin College. On va commencer par l'INPHB de Yamoussoukro, ensuite les autres universités publiques certainement vont suivre. Cette initiative audacieuse du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'inscrit dans une vision à long terme, celle de bâtir un système éducatif et de recherche dynamique capable de répondre aux besoins des entreprises, mais également du pays et de contribuer au rayonnement scientifique de l'Afrique. Voilà, c'était la Côte d'Ivoire qui s'inspirait des modèles de gouvernance universitaire et ministérielle des institutions de renom aux États-Unis pour impulser une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur ivoirien. Un reportage réalisé par nos envoyés spéciaux Sephora Zegui et Traoré Zakaria. Et avec la complicité de la technique, on va maintenant partir pour la Turquie où notre pays a également pris part au Forum international sur la diplomatie d'Antalya. Une cérémonie d'ouverture du forum tenue sous les auspices de Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. La session ministérielle consacrée à l'Afrique porte sur le rôle croissant du continent dans la politique mondiale. Tour à tour, Léon Kakou-Adom, en compagnie de ses homologues du Bénin, du Ghana, du Libéria, du Rwanda, de la Tanzanie, du Mozambique, ainsi que des universitaires et des experts turcs, ont évoqué les questions des relations multilatérales. Les discussions ont concerné le positionnement stratégique du continent africain dans le cadre de la gouvernance mondiale, les dynamiques d'intégration régionale et les défis sécuritaires.
Nous sommes conscients que seule l'intégration de nos États, la mutualisation de nos efforts et de nos intelligences peut nous permettre de sortir de la situation difficile que vit notre continent en réalité. Et donc, les comités régionaux sont encouragés, et également les organisations politiques régionales sont encouragées dans une perspective de progrès mutuel, de développement solidaire, d'intégration qui seul peut favoriser le développement. En marge de ces travaux, Léon Kakou-Adom a eu une série d'audiences avec des acteurs institutionnels et diplomatiques. L'ensemble de ces échanges reflète le dynamisme de la diplomatie ivoirienne, orientée vers la construction des partenariats stratégiques et une ouverture sur le monde. Et le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui est aussi très actif sur le terrain, vient d'organiser justement un séminaire sur l'utilisation efficiente et rationnelle des ressources financières. Le but est d'améliorer la qualité du service public dans notre pays. Grâce Kando. Gestionnaire des crédits et responsable des différents programmes planche sur les indicateurs de performance du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Objectif, actualiser le document de présentation de ce cadre de performance. Les ressources qui sont mises à disposition des ministères doivent servir à faire progresser ces ministères. Des avantages doivent être obtenus. Nous sommes dans une période avec le budget programme de transparence qui a besoin de l'intégrité, de la loyauté et de la clarté dans la gestion. Au niveau du ministère en charge de la fonction publique, nous avons 3 programmes. Le programme administration générale, le programme fonction publique et le programme modernisation de l'administration. C'est donc autour de ces 3 programmes que la performance du ministère s'exécute et nous nous engageons tous en tant que responsables de programme à travailler dans cet esprit de performance au quotidien. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de l'actualisation du cadre de performance de la période 2026-2028 du programme administration générale. Ce sont des documents qui sont analysés au niveau du ministère du budget des finances et même qui vont jusqu'à la Cour des comptes pour voir quelles sont les performances des ministères, quels sont les boulots d'étranglement et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus la performance et partant de là, la performance de l'État. À titre de rappel, le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour l'année 2025 s'élève à 45 milliards de francs CFA. Et en marge de toutes ces activités, on prépare la présidentielle. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, mobilise ses militants. Et bien, à quelques mois de la présidentielle, le coordonnateur principal du parti s'est entretenu avec toutes les structures de base du côté d'Anyama. Les détails avec nous, Sangaré et Issa Dombeli. À quelques mois de la présidentielle, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se mobilise. À Nyama, Amidou Silla, le coordonnateur principal du parti, galvanise les militants. C'est pour les mettre en mission de sensibilisation qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons un seul candidat qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara au compte du RHDP. Le président a porté beaucoup à Nyama, nous ne pouvons pas estimer. Les infractions routières, sanitaires, il y en a beaucoup que le président nous a accordé. Le stade olympique, le lycée professionnel, le CAFOP. Aussi, a-t-il exhorté les militants à se mobiliser en vue du congrès prévu le 17 et 18 mai prochain. Un rendez-vous qui doit poser les bases de la stratégie du RHDP. Et on a également l'Union démocratique et citoyenne UDC ne présentera pas de candidat à la prochaine présidentielle d'octobre. Et c'est ce qui ressort de la 4e convention nationale tenue au siège du parti en présence d'Éric Taba, coordonnateur principal du RHDP de Cocody, Souleymane Donisongo. Au siège de l'Union démocratique et citoyenne, venus de l'intérieur du pays, les militants et sympathisants de l'UDC épousent une nouvelle décision arrêtée par l'organe suprême du parti, à savoir la Convention nationale. La Convention nationale de l'UDC recommande au point 4 que l'UDC ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au point 5, que quitus est donné au président de l'UDC pour annoncer en temps opportun
à l'occasion d'une conférence de presse, le nom du candidat que le parti décide de soutenir pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Attachée aux valeurs de paix et de cohésion sociale, Anissé Nyanzi exhorte les militants à adopter un comportement qui concourt à la conservation des valeurs républicaines. À l'UDC, notre lutte est pacifique, participative, empreinte de lucidité et de réalisme politique. La véritable révolution est celle qui change durablement les mentalités, les mauvais réflexes et crée un fort sentiment d'appartenance à la même nation. Nous sommes oufouettistes dans l'âme. Cette 4e convention nationale a été aussi l'occasion pour la direction du parti de réitérer son soutien au RHDP avec en ligne de mire les prochaines législatives. Et loin du terrain politique, le ministre de la Promotion et de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique entame une tournée de proximité dans la région de l'Aguébi-Tiassa. Il était récemment à Sikensi pour la mise en œuvre du programme Jeunesse du gouvernement. Ahmed Traoré. Sikensi, ville située à plus de 83 km d'Abidjan. Des élèves heureux de retrouver la maison après des heures de cours s'émerveillent à notre vue. Sous une chaleur de plomb, nous faisons la rencontre d'Aristide Kambou. Ce jeune homme, âgé à peine de 31 ans, est père de 2 enfants et chef d'une petite entreprise. Une entreprise qui lui permet de bien gagner sa vie. Dans les débuts, j'avais commencé mon coin, c'était petit. Je n'avais pas de fonds pour pouvoir lancer mon activité. Et par chance, j'ai été pris au guichet emploi jeune. J'ai été financé sur une somme de 700 000 francs qui a permis qu'aujourd'hui, mon coin soit, il peut dire, rempli de briques. Le remboursement, ça se fait selon les mois. J'ai commencé déjà à payer, à rembourser mon crédit. Un programme entrant dans le cadre de la mise en œuvre, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, qui reçoit le soutien de son collègue de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Tout le sens de notre visite, c'est venu nous assurer vraiment que sur l'ensemble du territoire national, les dispositifs d'insertion en faveur des jeunes, nous avons des bénéficiaires. Et je me réjouis aujourd'hui d'être à Sikensi, dans la région de l'Aguébi-Tiassa, avec mon collègue, monsieur le ministre Demba, qui non seulement est le ministre de la Santé, mais le président de la région, à l'effet de voir donc de toucher la réalité de ces jeunes qui bénéficient du programme gouvernemental. Tout à l'heure, on a pu voir des jeunes qui ont bénéficié de stages de validation des diplômes. Ensuite, nous avons vu des jeunes qui sont en stage de qualification dans le cadre du programme d'aide à l'embauche et qui font leur première expérience professionnelle. Le ministre Mamadou Touré a profité de son séjour à Sikensi pour visiter quelques bénéficiaires de ces initiatives et les rassurer du soutien permanent du gouvernement. Et on n'oublie pas les victimes d'accidents du travail. La 5e journée africaine des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles s'est tenue récemment à Yopougon. Les accidentés ont exprimé leur souhait lors de cette célébration. Ils demandent davantage d'attention à leur égard. Walter Madouatara. Sylvain Nyagne est une victime d'accident de travail depuis février 2015. Aujourd'hui, il est sans soutien social. On m'a amputé. Et ça, c'est une prothèse que je porte. Et suite à cela, l'employeur a vu que je ne suis pas rentable et trouvant des astuces pour m'expulser de la boîte. Avec les 6 enfants et madame, la scolarisation même est très difficile. Comme lui, ils sont plus de 1500 à militer au sein de la Fédération ivoirienne des personnes victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Cela dans le secret espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. À cet effet, la 5e journée africaine des victimes d'accidents du travail est mise à profit pour rappeler les acquis et faire des sensibilisations. Nous sommes déjà prêts à montrer ce qu'on a comme séquelles, à parler à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, afin qu'ils s'approprient de la question de la santé et sécurité du travail. Ça doit être vraiment une culture, afin que chaque travailleur soit le protecteur de l'autre. Engagement des travailleurs dans la transformation numérique, opportunités et défis est le thème retenu pour cette édition. La Direction générale de la protection sociale y passe des messages. Cette cérémonie nous donne donc l'occasion d'affirmer l'engagement de notre ministre, Maître Adama Kamara, à mettre en œuvre donc la politique sociale du gouvernement. Cette vision
voudrait que personne ne soit laissé de côté dans la quête du bien-être des populations. C'est en août 2011 que 7 associations ont uni leurs forces pour faire naître une fédération afin de défendre leurs intérêts. Et parce qu'ensemble, on va plus loin. Je vous conduis à présent dans la région du Poro où une grande marche sportive a été organisée. Des milliers de participants ont envahi, vous allez le voir, les rues de Korogo. Marcher et chanter pour ma santé, c'était le slogan. Ami Sissoko. La ville de Korogo a vibré au rythme d'une grande marche sportive organisée par le conseil régional du Poro et la mairie en collaboration avec les municipalités de Sinématiali, Mbengue et Dikoduro. Sous le thème « Marcher et chanter pour ma santé », l'événement a rassemblé des milliers de participants venus de tout le Poro. Il faut qu'on soit en bonne santé pour contribuer positivement au développement de notre pays. Voilà pourquoi nous faisons cette marche. Il faut que ça soit dans vos habitudes et vous allez voir que vous allez être en meilleure santé. Je voudrais vous dire merci. Merci du fond de cœur parce que tout ce que vous faites pour Korogo, pour le Poro, les jeunes sont reconnaissants. L'éclat de cette journée a été aussi rehaussé par la présence des membres du gouvernement, dont les ministres des Sports, de la Santé et de la Femme, témoignant de l'importance de cette initiative pour améliorer la santé des populations. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays, paie le lourd tribut des maladies non transmissibles que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires qu'on appelle communément la tension, le cancer. Toutes ces maladies naissent de notre immobilisme. On ne marche plus, on ne bouge plus. En participant à cet événement, vous êtes en train de vous soigner sans payer. Pour entretenir la santé, il faut faire le sport. Donc la santé par le sport et le sport pour une meilleure santé. C'est un couple. Et le sport et la santé en famille, on ne peut pas espérer mieux. Il faut sensibiliser les familles, les jeunes avec vos mamans, vos papas, vos grands-parents, à faire au moins 30 à 40 minutes de sport par jour. Vous allez voir que ça sera bénéfique pour toute la famille. Côte à côte, autorités et participants ont parcouru 9 km 500 dans une ambiance chaleureuse. Ils ont exprimé leur désir de prolonger cette expérience. Déjà le sport même déjà c'est important, on le fait déjà au quotidien. Et avec le top de pas ici, on va continuer pour pouvoir maintenir la santé. C'est très important pour soi-même. C'était la ferveur. Nous sommes heureux et nous pensons que ces initiatives-là vont se répéter plusieurs fois dans le Poro. L'apothéose a été le concert de l'artiste rappeur Imra qui a enflammé le stade Amadou Gon Coulibaly de 20 000 places. Cette marche et ce concert ont non seulement encouragé l'activité physique, mais aussi renforcé les liens communautaires célébrant la vitalité de la jeunesse du Poro. Voilà, le sport, c'est la santé. En sport, football, la Côte d'Ivoire affronte en ce moment même le Maroc pour le compte de la demi-finale de la CAN U17. Dans le royaume chérifien, les éléphantos sont à égalité, 0-0, avec les lionceaux de l'Atlas. On va rêver donc d'une finale parce qu'il faut rêver d'imiter la génération dorée de 2013. On va croiser les doigts pour la victoire des éléphantos. On part maintenant pour Brazzaville qui accueille en ce moment la 16e conférence des présidents de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Adama Bictogo et Kandia Kamara y prennent part. C'est une rencontre d'échange, de partage, entre autres, sur le rôle essentiel des parlements dans le développement et la paix en Afrique. Sidonie Davila et Ulrich Ndongon sont nos envoyés spéciaux. Brazzaville devient pour 3 jours le carrefour du dialogue interparlementaire francophone. Placée sous le sceau de la diplomatie parlementaire, cette 16e conférence régionale de l'APF convoque les acteurs de premier plan de la francophonie parlementaire. 15 pays membres, plusieurs délégations de parlement et près de 10 sections de l'APF, cette édition 2025 se veut stratégique. L'avenir politique de notre continent tient en grande partie à notre capacité, nous les dirigeants politiques, à relever les défis persistants tout en exploitant les opportunités émergentes. Dans un tel contexte, notre Assemblée devra continuer de jouer un rôle de gardien attentif
des pratiques démocratiques, des droits et des libertés, et surtout pour tenir compte des mutations politiques actuelles, essentielles pour le bien-être des populations. Procédant à l'ouverture officielle de cette 16e session de l'APF, le patron de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, appelle à l'activation intense et plus influente d'une diplomatie parlementaire plus solidaire. C'est ici l'occasion de saluer les résultats obtenus tout au long des séminaires et ateliers. Ces avancées vont, j'en suis sûr, s'intensifier pour les biens de peuples d'Afrique continent d'avenir. De même, devant les incertitudes et autres menaces des temps présents, les parlementaires que nous sommes devons être aux avant-postes de la lutte pour la paix, le développement et l'émergence. Il nous incombe, les uns aussi bien que les autres, de garder allumée la flamme de notre engagement, comme le recommandait déjà le président Denis Sassou Nguesso en novembre 1997 au sommet d'Hanoï, République du Vietnam. Acteur historique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement avec la participation de ces deux chambres parlementaires. Une présence forte incarnée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Piktogo. L'Afrique peut développer l'Afrique. Nous avons un continent qui est riche, nous avons un continent qui regorge de potentialités. Nous avons des ressources humaines de plus en plus qualifiées. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes bien formés qui sont un capital humain capable de développer l'Afrique. Nous sommes tous en quête d'une paix durable et d'une stabilité durable pour l'Afrique. Il n'est pas normal que ce soit l'Afrique qui soit toujours perturbée par ces secousses institutionnelles. Donc c'était une réunion très importante. Nous sommes une locomotive de la sous-région. Et que ce soit la présidente du Sénat ou moi-même, nous avons pris la parole. Et je crois que notre présence est clairement établie, mais le rôle que nous jouons est très important. Et plus que jamais, nous allons donc instaurer cette délégation de haut niveau à l'effet donc d'aller rencontrer les différents responsables de ces pays en crise. Les travaux de cette 16e conférence de l'APF s'annoncent denses. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité de consolider son influence et de contribuer activement à l'avenir de la francophonie parlementaire. Voilà la Côte d'Ivoire qui rayonne à l'international. Les relations franco-algériennes, elles sont à nouveau dans la tourmente. Paris annonce l'expulsion de 12 agents diplomatiques algériens et rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation. Paris réplique ainsi à une mesure équivalente annoncée 2 jours plus tôt par Alger à l'encontre de 12 employés de l'ambassade de France. Cette nouvelle secousse dans la relation bilatérale met un terme à une accalmie qui n'aura duré qu'une petite semaine. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, ayant réalisé une visite d'apaisement à Alger le 6 avril dernier. Situation inédite depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et nous sommes le 15 avril aujourd'hui. Cela fait 2 ans que le Soudan est en proie à un conflit et une situation générée par la lutte de pouvoir entre 2 généraux, Al-Bourhan et Hemeti. Conséquence, des milliers de victimes, 13 millions de déplacés et réfugiés, la famine qui gagne du terrain. Plus de 30 millions de personnes dans le pays ont désespérément besoin d'aide selon l'ONU. Il faut donc agir très vite et briser le silence afin de sortir le Soudan de l'indifférence mondiale. Alors une conférence se tient ce jour même à Londres avec l'objectif de mobiliser la communauté internationale pour mettre fin au conflit qui dévaste depuis 2 ans, jour pour jour, ce pays qu'est le Soudan. Et je rappelle qu'ici, en Côte d'Ivoire, ce qui concentre aussi l'actualité au plan culturel, c'est le FEMIA. L'édition 2025 est lancée. C'est le vice-président qui a donné le top départ ce mardi. Le thème, retenons-le, civisme et sécurité routière dans les villes. Et ce sont les villes d'Abidjan et de Daloa qui accueillent les festivités.
C'est la fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, la direction de l'information vous propose votre émission, le débat. Le thème ce soir, peut-on prévenir les dérives des médias en période électorale? Pendant 90 minutes, Eliane Hervaux et les responsables des organes de régulation passeront en revue la question des dérives médiatiques qui s'intensifient chaque fois à l'approche des scrutins. Qu'est-ce qui explique donc ce fléau et comment y remédier? Ne ratez pas ce débat et moi je vous dis à demain 20h dans la paix sur ce même plateau et à la même heure.